Bonsoir, je veux prendre un scénario avec des glaçons s'il vous plaît. Je vous arrête tout de suite, mon brave. Vous ne soyez pas en train de faire une introduction de vidéo YouTube par hasard. La vache, vous êtes fort. Mais c'est quoi le problème avec ça? Une introduction, ça m'étonne pas vu votre âge. Quoi? Vous manquez pas d'air pour un personnage que je viens d'inventer. Justement, faites un peu preuve de clairvoyance. Ce genre de gimmick m'aurait déjà fait cliquer ailleurs si j'avais été spectateur de cette vidéo. Mince. Vous croyez que j'ai déjà fait fuir les gens? Au mieux, ça ne va pas tarder. Lancez vite votre générique, mon brave. Mais j'ai pas de générique, moi. Alors, si je puis me permettre une telle vulgarité, vous êtes dans la mouise. Tout ça parce que je voulais faire un truc un peu sympa. Sinon, je connais une quête qui vous permettra de finir. Je vais garder les histoires de magie de Noël bien au chaud pour une autre année. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le froid, la neige, la glace, et surtout, leur utilité dans les histoires. Et on va tout de suite s'occuper de la plus évidente des fonctions du froid. Partie 1, un obstacle. Le feu, ça brûle. Le froid, ça gèle. Donc le froid, c'est un danger. Merci Sherlock, me direz-vous. Oublions les banalités et voyons des exemples tout de suite. Quoi de mieux que les jeux vidéo pour expérimenter les dangers du froid? À part faire une randonnée dans les Alpes en plein janvier, mais ça, c'est une autre histoire. Les gamers l'auront peut-être déjà vu arriver, l'exemple populaire, le cas Zelda. Bon, c'est de gameplay dont je vais parler, mais je pense que ça sera assez parlant pour s'imaginer des mécaniques de scénario. La franchise Zelda n'a pas inventé le concept de froid dans les jeux vidéo, mais ces deux derniers épisodes principaux l'ont très bien utilisé. Le froid, c'est quand on se balade en haute montagne, dans la neige. Mais c'est aussi le désert en pleine nuit, et quand on atteint de très hautes altitudes. Et le pire de tous, essayer de traverser un cours d'eau en plein froid. Il y a intérêt à nager vite, très vite. Bref, le froid est un obstacle auquel le joueur doit se préparer. Mais si Zelda est assez complet à propos des endroits où l'on peut avoir froid et sur les multiples façons d'y remédier, il s'en sort aussi plutôt bien sur les conséquences du froid. Déjà, froid est égal perte de vie progressive. Et dans le cas d'une rivière en plein froid, justement, on perd de la vie à vitesse grand V. Aussi, le froid, c'est la neige qui ralentit notre avancée ou les ennemis qui peuvent nous geler pendant un temps. Le froid est donc lié à la notion de lenteur, voire d'immobilité, et c'est ce qui en fait un obstacle de premier ordre dans les histoires. On peut le fuir, oui, mais pas très vite. Et cet obstacle qui peut se transformer en super avantage grâce à l'une des meilleures idées du jeu, la glisse sur bouclier, est aussi compensé par le fait que Link est incapable de grimper des parois gelées, parce qu'elles sont évidemment glissantes. Et contrairement à Lara Croft, Link ne connaît pas les piolets. Dans la même veine, on peut aller lorgner du côté du mode survie de Skyrim. En plus d'une perte de vie et d'un ralentissement lié au froid, il devient aussi plus difficile de crocheter des serrures et de jouer au pickpocket. Et les arcs peuvent perdre en efficacité. Sans doute parce que bander un arc avec les doigts gelés, ça doit bien douiller. Donc le froid est aussi l'ennemi de la dextérité. Et en bonus, tout ça peut durer même une fois au chaud, grâce au superbe pouvoir des maladies. Yes. Bon, tout ça est assez évident, sauf si vous n'avez jamais eu froid de votre vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on veut intégrer la notion de froid dans une histoire, on obtient quasi automatiquement quelque chose d'un peu lent, de doucement menaçant. Ou alors, c'est que l'histoire fait semblant d'intégrer le froid. Genre, les personnages se les gèlent, et 2 minutes plus tard, ils sont en train de faire des cabrioles au beau milieu d'une avalanche. On va pas se mentir, les jeux vidéo en sont aussi là. Sans doute parce que le réalisme est moins fun qu'une simple illusion de réalisme. Le froid, on n'est pas obligé d'aller l'affronter. Il peut aussi venir à nous, et dans le cas du froid, il arrive dans son grand manteau blanc. C'est pas les personnages qui vont attraper froid, c'est le froid qui va attraper les personnages. Il y a déjà le cas d'une avalanche, mais en soi les personnages sont souvent déjà dans le froid. Sinon, dans Le Jour d'après, l'un de ces films qui nous reste d'une époque où la moitié des films étaient des films catastrophes, le froid fait une entrée assez remarquable. Bref, garder la tête froide n'est pas toujours une bonne idée. Mais tout danger de la nature peut être tourné en avantage. Partie 2, le froid est une arme. Là, il va surtout s'agir de glace. Mais le froid, la glace, je ne pense pas que ça sera hors sujet. Ce fameux hors sujet que je retrouvais souvent écrit en rouge sur mes rédactions de français et de philo. Et franchement, je suis pas d'accord. Faut savoir aller au bout des choses, non? Mais bon, le système éducatif français, vous connaissez, hein. Oui, apprenez à aller au bout de vos réflexions, et en même temps, pas trop, quoi. De quoi je parlais, moi, au fait? Ah, oui, le froid. Il peut donc aussi être une arme à feu. Enfin, une arme à glace, du coup. DC aime bien ça, puisqu'ils en ont fait au moins 2 personnages, Captain Cold et Mr. Freeze, ou Capitaine Froid et Monsieur Gelé. Je crois que j'ai jeté un froid. Sinon, et c'est même plus souvent le cas, le froid est un type de magie.
Dans Bleach, on a Kuchiki Rukia et Itsugaya Toshiro. Dans Naruto, c'est carrément un type de ninjutsu, et plus précisément une capacité héréditaire, comme pour Aku. Comme j'ai montré le Captain Cold de Injustice 2, il faut aussi que je cite Sub-Zero de Mortal Kombat. Et sinon, je pourrais vous lister au moins 10 autres mangas, tout autant de comics, et plus de la moitié des RPG de l'histoire du jeu vidéo en vérité. Faisons plutôt un petit arrêt du côté de la logique des Pokémon. Parce que le type glace y existe, et qu'il y a même une divinité de la glace, Articodin. Voyons juste pour le fun si la glace y est traitée de façon logique. Ceci, pour ceux qui n'ont jamais joué à un Pokémon, même si vous n'êtes que de là derrière, aucune raison que vous soyez exclu, c'est le tableau des faiblesses et des résistances selon les types de Pokémon. On y voit par exemple que la glace craint l'acier. Et je dis check. La glace ne serait pas très efficace contre l'eau. Bon ça dépend de la température de l'eau. Donc bof. La glace craint aussi le feu. Bon, je vais pas tous me les faire, hein, ça serait trop long. Mais dites-moi si vous voulez que j'en fasse un jour une vidéo entière, et à propos de tous les types, juste pour le fun, et pour faire plein de recherches sur des sites de science, et même pour parler de mythologie Pokémon, tiens. Perso, ça m'amuserait. Et peut-être que vous aussi. En tout cas, dans Pokémon, comme dans Naruto, la glace est une maîtrise d'une force de la nature. C'est quasiment ce qu'on pourrait appeler un élément primordial, qui peut être plus ou moins indépendant de l'eau. Penchons-nous maintenant sur le cas de la Reine des Neiges, parce que le pouvoir du froid y est décliné pour plusieurs fonctions. D'abord, Elsa l'utilise enfant pour émerveiller sa sœur. Et là, le froid apparaît sous forme de neige principalement. Puis ça devient un danger quand elle blesse involontairement sa sœur. Et là, on nous montre du gel. En plus, ça fait du froid, comme pour le feu, un élément un peu chaotique. Ça reste donc, pendant quasiment tout le film, un élément dangereux, voire maudit. D'ailleurs, Elsa s'en servira même pour créer un golem avec des griffes et des crocs de glace qui pourraient très bien avoir terrifié des enfants devant leur écran. Ah, et à l'opposé, Elsa donne involontairement vie à un bonhomme de neige des plus sympathiques. Encore une fois, quand c'est bien, c'est de la neige, et quand c'est mal, c'est de la glace. Le froid pourrait être une forme de vie, mais c'est une exception, alors pas besoin d'en faire une partie complète. Attendez, je crois que je suis sur le point d'avoir des flashbacks. Et qu'il y avait même une divinité de la glace, Articodin. Bon, en fait, faisons-en une partie. Partie 3, une forme de vie. C'est bien beau de vouloir en faire une partie, mais encore faudrait-il avoir des choses intéressantes sur le sujet. Réfléchis, réfléchis. Peut-être qu'un autre flashback... Nous avons donné un nom à chaque force inconnue qui se cache derrière les merveilles et les catastrophes. Eh oui, c'est ça! Oui, c'est tout à fait ça. C'est bon, Alitéa, tu peux t'arrêter là. Les personnages de glace sont des allégories. Allégorie, 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 j'adore ce mot. Allégorie. Plus sérieusement, les personnages de glace sont presque toujours des représentations de la nature quand on y regarde bien. Et je parle vraiment de personnages intrinsèquement liés au froid, pas de personnages qui s'appellent juste Iceberg ou qui s'habillent tout en bleu. Justement, le cas d'Articodin et de Regis, à ne pas confondre avec Régis, ou d'autres Pokémon de glace sont des symboles de la nature. D'autant que les Pokémon sont encore plus importants que le décor pour représenter le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, un plésiosaurien, c'est un reptile préhistorique qui est adapté au froid de l'océan. Mais un Lochlas, c'est une créature tellement en phase avec son environnement qu'il est capable de balancer des lasers glaces. Bon, on n'a aucune preuve que les plésiosaures ne le faisaient pas aussi, mais je pense pas qu'ils auraient disparu si c'était le cas. À moins que les T-Rex crachaient du feu. Ce qui aurait pu mettre les plésiosaures en déroute. Mais alors, les descendants des dinosaures, les oiseaux, cracheraient aussi du feu. Comme les phénix en fait, qui auraient aussi disparu. Je crois que je comprends mieux pourquoi on était hors sujet sur mes rédacs. Bref, dans le genre personnage qui représente la nature, on a aussi le loup de givre du jeu Wild Art, qui fait partie des créatures appelées Kemono, des créatures capables de façonner leur environnement. Le loup de givre, pour marquer son territoire, il ne se contente pas d'un coup de griffe sur un tronc d'arbre ou de pisser sur un rocher. Non! Il provoque une bonne tempête de neige pour bien se sentir chez lui. Et là aussi, je pourrais vous citer plein d'autres créatures venant de différents bestiaires de RPG, mais on en aurait jusqu'au printemps. J'ai juste envie de citer aussi le Titan de glace de Hercule ou Jack Frost, le petit elfe qui est à l'origine de l'hiver. Let you know Jack Frost is here.
Toujours est-il que quand un personnage est lié au froid jusque dans sa nature profonde, c'est souvent qu'on se trouve dans une certaine mythologie ou un certain folklore, ou simplement que, comme dans ces deux formes d'histoire, on personnalise les forces de la nature. On donne vie à l'inanimé. Et maintenant, passons à la suite. Partie 4, voyager dans le temps. Oui, le froid permet de voyager dans le temps. Soit artificiellement, comme c'est très souvent le cas dans la science-fiction avec la cryogénisation. Petite précision, si on n'y arrive pas dans la vraie vie, je me suis renseigné, c'est parce que le processus endommage beaucoup trop le corps. Et accessoirement parce que c'est pas évident de relancer un corps mort. Parce que oui, un corps gelé a tendance à être considéré comme mort. Et que si un jour la cryo marchait, ça redéfinirait la notion même de mort. En tout cas, s'acharner à faire de la cryo, ça fait doucement marrer la plupart des scientifiques. Des scientifiques qui peut-être recracheront un jour leur café en lisant le journal. Mais rien n'est moins sûr. Bref, dans les histoires, le froid fait voyager dans le temps. C'est un voyage très lent, mais c'est un voyage dans le temps quand même. C'est comme rester immobile le temps qu'une guêpe passe. Faut juste remplacer la guêpe par des siècles ou des millénaires d'histoire et la personne qui s'immobilise par un glaçon de grande taille. C'était mieux avant. La liste des scénarios de science-fiction qui ont utilisé ça est très longue, de Futurama à Avatar pour ne citer que deux. J'ai essayé de trouver l'origine de cette idée, et devinez quoi? Non seulement je pense avoir trouvé, pas sûr que ce soit vraiment le cas, mais en plus c'est de la cryogénisation paradoxalement très originale, ce qui n'était pas facile à dire. 1956, l'auteur Neil R. Jones publie The Jameson Satellite. C'est l'histoire d'un professeur qui, pour tromper la mort, a tout simplement décidé de s'allonger dans une capsule et de s'envoyer en orbite autour de la Terre. Le vide de l'espace refroidit son corps, et donc le rend plus ou moins immortel. Logique. Et ce professeur reste en orbite pendant 40 millions d'années. C'est beaucoup, même en science-fiction. Et quelle chance incroyable de n'avoir percuté aucun débris pendant tout ce temps. Évidemment, des cyborgs extraterrestres finissent par le retrouver, le réveiller, et c'est le début des aventures du professeur Jameson. Si vous avez envie de lire cette histoire, n'hésitez pas à revenir après pour me dire si c'était bien. Sinon, il y a la version naturelle de la cryogénisation, genre Capitaine America, Aang de l'autre Avatar, le dernier maître de l'air, ou Hibernatus. Et le pôle Nord, ça vous dit rien, le pôle Nord, le pôle Nord. Vous êtes resté enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace. Et on vient de vous retrouver intact il y a 2 mois. Hubert, la ferme. Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans. Non. Citer une œuvre francophone risque de ne pas arriver souvent vu leur place discrète dans la culture pop d'aujourd'hui, donc j'en profite. Bon, le froid ne fait pas que conserver des corps. Voulez-vous connaître un avantage du dérèglement climatique? Un avantage qui ne suffit pas à transformer le dérèglement climatique en bonne nouvelle, mais quand même, il y a un avantage. Au moins un. Avec la fonte des glaciers apparaissent au grand jour des vestiges du passé comme cette pièce de harnachement. Magnifique, n'est-ce pas? Bon, c'est pas hyper impressionnant, je sais. Mais comme on parle de scénario ici, transformons une pièce de harnachement datant des environs du XVIIe siècle et retrouvée en Suisse, en une méga structure alien prisonnière de l'Antarctique. Yes! Voici Les Montagnes Hallucinées, une longue nouvelle de H.P. Lovecraft que Guillermo del Toro, le réalisateur de ces films, entre autres, a failli adapter au cinéma. Mais la Warner s'est rétractée à cause de l'aspect assez négatif du livre. Pas d'histoire d'amour, pas de happy end chez Lovecraft. Au final, on a retrouvé des traces du scénario de Del Toro dans le très moyen Prometheus. En tout cas, le froid est un bon moyen de propulser des éléments dans le futur sans avoir à intégrer des portails spatio-temporels dans son scénario. Maintenant, la dernière partie. Partie 5, d'hiver. À part pour faire des jeux de mots franchement médiocres, cette dernière partie me permet de parler de quelques fonctions du froid qui, je pense, ne méritaient pas une partie complète. À commencer par l'ambiance. Donc, petit 1, l'ambiance. Parce que le froid n'a pas toujours une fonction scénaristique active, en gros parfois ça ne sert à rien d'autre qu'à mettre l'ambiance. Le chaud et le froid ça correspond aussi aux couleurs, d'ailleurs. Et c'est tout. Attendez, je vais trouver un cercle chromatique des couleurs chaudes et froides pour que ça fasse un peu plus pro. Voilà, suivant. Petit 2, solitude, isolement, mort. Être seul dans le froid, ce n'est bizarrement joyeux que quand on a une tasse de chocolat chaud dans la main. En fait, plus concrètement, le froid c'est un peu de l'immobilisme. D'ailleurs, même en termes de science, c'est de l'immobilisme, comme pourrait nous le confirmer Jamy. Alors c'est quoi au juste le froid? Eh bien,
Plus les molécules sont agitées, plus il fait chaud, et moins elles le sont, plus il fait froid. Donc pas étonnant qu'on le retrouve dans les histoires pour renforcer les sentiments de solitude, d'isolement, ou pour montrer des morts marquantes. Un petit 3, la moitié d'une dualité. Voulez-vous entendre une évidence? Le froid, c'est l'inverse du chaud. Et si je dis ça, c'est pour présenter sans aucune originalité le fait que dans certains scénarios, le froid ne sert à rien d'autre qu'à être opposé au chaud. Ou la glace versus le feu. Oh, et pour en revenir à un petit truc sur Zelda que je n'avais pas dit, le froid ça sert aussi à congeler la bouffe. Dans la vraie vie, congeler la bouffe entre normalement dans la partie 4, voyager dans le temps, et dans ce cas précis, disons plutôt résister au temps. Mais dans Zelda, la bouffe ne périme pas, ce qui aurait été insupportable à gérer. Quoique c'est aussi ce que je pensais des armes qui cassent avant d'en comprendre tout l'intérêt. Bref, si on congèle la bouffe dans Zelda, c'est parce que ça permet ensuite de la mâcher le plus difficilement du monde pour résister à la chaleur. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. On en revient à notre évidence, le froid est l'inverse du chaud, et ça peut suffire à une histoire. Tout comme la lumière est souvent opposée aux ténèbres. Et comme le froid est l'inverse du chaud, il faudra un jour que je fasse une vidéo sur les fonctions de la chaleur dans les histoires. De la chaleur et du feu. Mais quand l'été sera là. Et maintenant, pour finir, ce qui se trouve en fait être une sorte de best-of des fonctions du froid dans une histoire. Parce que oui, pour plusieurs des raisons évoquées avant, le froid constitue un bon élément à inclure dans un scénario horrifique. Petit 4, horreur. Déjà, c'est un obstacle très puissant qui suffit à mettre les héros en danger de mort. Ensuite, il permet au personnage d'être isolé. En plus, des créatures peuvent y avoir survécu très longtemps, comme dans The Thing, dans la chose. Sans doute une autre adaptation libre des montagnes hallucinées de Lovecraft d'ailleurs. Et sans parler de créatures, le froid peut aussi avoir gardé prisonnier un certain type de soldats des années 40, si vous voyez ce que je veux dire. Top war criminals frozen alive at the height of their power, waiting for the moment when science will free them from their icy tombs to take vengeance against the world. Et enfin, niveau ambiance, on a quelque chose de très marqué. Les grands déserts blancs à perte de vue, les nuits interminables du Grand Nord et des créatures mythologiques qui symbolisent les dangers de la nature. Des créatures qui parfois utilisent le froid comme une arme. La meilleure arme des héros face à tout ça, c'est leur capacité à rester au chaud. Et je viens de citer toutes les parties de cette vidéo. Malheureusement, ça a souvent donné de mauvais films comme Hypothermia ou The Last Winter. Mais quelque chose me dit qu'on aura un jour d'autres grands films avec des monstres issus des froids passés. En attendant, si ça peut vous intéresser, Go Tanabe a adapté Les Montagnes Hallucinées en manga il y a quelques années. Et c'est franchement bien. Franchement. Ça ferait un super long métrage. Tout ça étant dit, je ne vais pas faire comme le dieu amérindien Peben, c'est-à-dire apporter l'hiver en endormant mon audience avec une histoire trop longue, à moins que ce soit déjà trop tard. Et dans ce cas, j'espère que nous ne serons pas en froid. Mais c'est nul! D'ailleurs, si je suis dans les temps, cette vidéo est sortie le premier jour de l'hiver. Ce qui veut aussi dire que ce n'est qu'une question de jours avant que Noël ne soit là. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas parlé des histoires de Noël dans cette vidéo que je ne peux pas vous souhaiter de bonnes fêtes. Pas plus que le fait de détester les décors beaucoup trop lumineux de Noël, les plaques de verglas, les carillons. 20 Dieu, les carillons, je les aime tellement. Bref, passez de bonnes fêtes, mangez bien, que ce soit le temps d'un festin ou d'une petite bouffe raisonnable. Prenez du repos avec des plaids, des chocolats chauds et de bonnes histoires à regarder, à jouer, à lire. Et moi je vous retrouve avec 2 ou 3 kilos en plus à l'aube de l'année 2024 pour d'autres chantiers du scénario. Salut!